Bonjour à tous, merci à l'AFEF pour l'invitation. On va donc parler des anomalies des transporteurs biliaires chez l'adulte. Je n'ai pas de lien d'intérêt en relation avec cette présentation. Alors, le foie a pour fonction la production et la sécrétion de la bile. Pour ce faire, les hépatocytes vont sécréter les différents constituants de la bile, c'est-à-dire les acides biliaires, la phosphatidylcholine, le cholestérol, mais aussi la bilirubine, dans la lumière du canalicule biliaire via l'action de différents transporteurs qui sont situés sur la membrane du pôle canaliculaire des hépatocytes. On a un transporteur différent pour chaque constituant de la bile. La protéine biceps, c'est le transporteur des acides biliaires. La protéine MDR3, elle transporte la phosphatidylcholine. Le cholestérol est transporté par ABCG5G8 et la bilirubine par MRP2. FIC1 n'est pas vraiment un transporteur biliaire, c'est une protéine qui est située aussi à la membrane du pôle canaliculaire des hépatocytes et elle a pour fonction de bien redistribuer les lipides du bon côté de la membrane des hépatocytes. La bonne disposition des lipides à la membrane, elle est très importante pour le bon fonctionnement des transporteurs biliaires, notamment de biceps. Donc une anomalie de FIC1 va retentir sur biceps et possiblement sur les autres transporteurs biliaires. Donc pour chacune de ces protéines transporteurs biliaires, on a un gène qui va les coder. Je vous ai mis ici les gènes en rouge. ABCB11, c'est le gène qui code pour biceps, ABCC2 pour MRP2, ATP8B1 pour FIC1, ABCB4 pour MDR3, ABCG5G8, c'est facile, le gène et la protéine ont le même nom. Alors les choses se compliquent un peu plus quand on regarde l'autre partie de la membrane plasmique des hépatocytes, c'est-à-dire au niveau du pôle basolatéral, parce qu'à cet endroit, il y a d'autres transporteurs biliaires qui vont faire rentrer dans les hépatocytes les acides biliaires et la bilirubine. Eh bien, le fonctionnement de ces transporteurs va être donc très important, parce que si on n'a pas les bons composants de la bile au bon endroit, on va avoir des répercussions soit en aval, avec une bile qui ne sera pas constituée de façon normale et qui donc pourra être toxique, soit des conséquences en amont, avec des accumulations des acides biliaires ou de la bilirubine dans les hépatocytes. Donc, chacun de ces transporteurs biliaires peut être le siège de mutations génétiques, et en fonction du transporteur qui va être atteint, on va avoir différentes maladies. Donc, vous les avez ici représentées dans les carrés rouges. Ce sont les PFIC, c'est-à-dire les cholestases intrahépatiques progressives familiales, qui sont de type 1, 2 et 3 pour les principales, mais aussi les BRIC, les cholestases gravidiques, nommées ici ICP, les cholestases induites par les médicaments, les cholestases néonatales, le LPAC. On a aussi, en cas de mutation du transporteur du cholestérol, la cytostérolémie. En cas de mutation des transporteurs de la bilirubine, ABCB2 ou SLC01B1, soit le syndrome de Dubin-Johnson, soit le syndrome de Rotor. Et puis en cas de déficit en NTCP, le syndrome qui s'appelle déficit en NTCP. Alors si on enlève les pathologies qui sont diagnostiquées chez l'enfant, c'est les PFIC, il nous reste toutes ces pathologies différentes liées à des anomalies génétiques des transporteurs biliaires. Pour cette présentation, on va se focaliser sur 3 pathologies de l'adulte, les BRIC, le LPAC et la cholestase gravidique, nommée ici ICP. Alors, juste une diapositive sur les PFIC qui touche majoritairement les enfants. Donc, je vous ai dit que ça s'appelait en français cholestase intrahépatique familiale progressive. Elles sont principalement de 3 types en fonction du gène qui est muté. Le type 1 est associé à une mutation du gène ATP8B1. Le type 2, mutation du gène ABCB11. Le type 3, une mutation du gène ABCB4. Plus récemment, 3 autres types ont été décrits pour les PFIC, avec des mutations sur d'autres gènes qui vont toucher cette fois non pas les transporteurs biliaires, mais des protéines qui vont avoir un rôle en amont ou en aval de l'action des transporteurs biliaires et qui vont aboutir à un phénotype voisin. Alors, il s'agit les PFIC de maladies autosomiques récessives qui vont débuter dans l'enfance, la petite enfance, le plus souvent avant l'âge de 1 an, et elles vont se manifester par une cholestase chronique qui évolue vers la fibrose et vers la cirrhose. Donc maintenant, passons aux pathologies qui touchent l'adulte, en commençant par la BRIC, pour Benign Recurrent Intrahepatic Cholestasis.
Donc cette pathologie, elle est liée à une mutation à l'état homozygote ou bien hétérozygote composite du gène ATP8B1, la protéine FIC1, ou du gène BICEP, du gène ABCB11, qui code pour la protéine BICEP. Je vous ai remis à nouveau en rouge les gènes et en noir les protéines. Donc vous voyez que s'il y a une anomalie au niveau du transporteur BICEP, on va avoir les acides biliaires qui ne vont pas être sécrétés de façon correcte dans la bile et ils vont rester à l'intérieur des hépatocytes. Et si on a une anomalie de FIC1, ça va retentir sur la fonction de BICEP et donc ça va aboutir à la même conséquence, un défaut de transporteur des acides biliaires vers la bile. Alors comment se manifeste la brique ? Les patients vont avoir des épisodes d'ictère récidivant avec une gamma GT normale ou peu élevée. Cet ictère il est associé d'un prurite intense et très souvent de signes associés avec un amaigrissement qui peut être important, une diarrhée. Chaque épisode va durer quelques semaines à quelques mois et on peut retrouver dans la majorité des cas des facteurs déclenchants à ces épisodes de brique ça va être des infections, la prise de certains médicaments, le traitement hormonal, notamment les contraceptifs, ou alors la grossesse. L'histologie hépatique des patients atteints de brique va montrer une cholestase isolée, sans lésion des hépatocytes, sans lésion de cholangiocytes et sans fibrose. Et on a une rémission complète, clinique et biologique, entre les différents épisodes. Le traitement du brique, c'est le traitement symptomatique du prurite pendant l'épisode de prurite et d'ictère. Ont été montrés comme étant efficaces pour traiter le brique la rifampicine. On peut aussi utiliser la sertraline, la naloxone. Et puis quand ces traitements médicamenteux ne vont pas être assez efficaces pour soulager le patient, on va s'orienter vers des traitements plus invasifs, les échanges plasmatiques ou bien la dérivation biliaire. Pour traiter le brique, la dérivation biliaire se fait par drain nasobiliaire. Vous voyez ici sur la photo à droite. Sous endoscopie, on va placer un drain transpapillaire dans la voie biliaire principale et ce drain va remonter par le nez à l'extérieur du patient pour dériver la bile. Et ça a une efficacité très rapide. En 48 heures, le patient est soulagé. On laisse en général autour d'un mois le drain nasobiliaire en place. Alors, le B de brique, c'est pour benign. Il y a une rémission complète entre les épisodes de brique et pas d'évolution vers la fibrose, le plus souvent, mais dans de rares cas. Vous voyez ici une série de 63 patients. Il y avait 4 patients qui ont quand même évolué vers une fibrose. C'est moins de 10%, ça reste une minorité des patients, mais ça arrive. Vous voyez, ces patients, ils avaient eu leur premier épisode de brique à un âge jeune. « 6 mois, 15 mois, 14 mois. On leur avait fait une première biopsie qui retrouvait une structure du foie normale, pas de lésion d'hépatocytes, pas de lésion de cholangiocytes, pas de fibrose. Ils ont fait plusieurs épisodes et au bout d'un certain moment, quand ils sont arrivés, vous voyez, plus tard, 22 ans, 27 ans, 35 ans, on a refait une biopsie à ce moment-là. Ils ont évolué vers la fibrose et présenté à ce moment un phénotype plus près de PFIC. Et donc ça montre qu'il y aurait peut-être un continuum entre la maladie de Brick et le PFIC. Et ça, c'est logique puisque ce sont les mêmes gènes qui seront retrouvés mutés dans les deux maladies. Alors, on a parlé du BRIC, maintenant on parle du LPAC. LPAC pour Low Phospholipid Associated Cholelithiasis. Donc, dans cette pathologie, on va retrouver des mutations du gène ABCB4 qui code pour le MDR3, c'est le transporteur de la phosphatidylcholine. Donc, quand ce transporteur fait défaut, on va avoir un déficit de phosphatidylcholine dans la bile. Et ça va favoriser la précipitation de microcristaux biliaires et donc d'une microlithiase hépatique. Donc pour faire le diagnostic de LPAC, on utilise les critères de 2003, dits critères historiques, et il nous faut la présence d'au moins 2 critères parmi les critères suivants. Début des symptômes avant 40 ans, récidive des symptômes après la cholécystectomie et des images de microlithiase intrahépatique. Donc c'est l'échographie qui va les montrer. Comment on peut les voir, ces microcalculs, microcristaux? On va les voir sous forme de queue de comète, de spots hyperéchogènes ou bien de sludge intrahépatique. Donc si vous avez 2 critères parmi ces 3 critères, c'est en faveur du diagnostic de LPAC. Et puis plus récemment, on a essayé de trouver d'autres critères diagnostiques qui, s'ils sont présents, augmentent la probabilité d'avoir le diagnostic de LPAC. C'est la présence d'antécédents familiaux de lithiase biliaire à un âge jeune, les antécédents personnels de cholestase gravidique,
L'amélioration des symptômes après le traitement par AUDC, acide urso-désoxycholique. Aussi des critères négatifs, l'absence de surpoids, l'absence de cholécystite, qui sont souvent présents quand on a une lithiase biliaire classique, mais qui sont moins présents quand on a un LPAC. Et à l'inverse, on a plus souvent des calculs de la voie biliaire principale quand on a un LPAC. Donc l'aspect radiologique du LPAC va être démontré par l'échographie hépatique. C'est l'examen clé quand on suspecte un LPAC. Ça doit être fait par un opérateur entraîné qui connaît les signes à rechercher pour diagnostiquer un LPAC, qui sait les repérer. Et le signe principal, ça va être la visualisation de queue de comète qui signe les microcalculs en intrahépatique. On peut avoir aussi des macrocalculs, des calculs, on va dire, standards. Ils sont présents chez 10% des patients qui ont un LPAC. Donc le LPAC, c'est pas si rare, c'est 10 à 40 pour 100 000 habitants, mais si c'est rapporté à toute la population de patients qui a une lithiase biliaire symptomatique, ça représente 1% des patients qui ont une lithiase biliaire symptomatique. L'âge médian au début des symptômes, c'est 27 ans. Il s'agit d'une patiente, sexe féminin dans 77% des cas, avec un indice de masse corporelle normal à 23, versus les tendances au surpoids dans la lithiase classique. Les manifestations cliniques du LPAC, ça va être la présence de coliques hépatiques. 95% des patients avec un LPAC se plaignent de coliques hépatiques. Et ces coliques hépatiques vont récidiver après la cholécystectomie, dans 86% des cas. Alors que dans la lithiase classique, on a 13% de récidive de coliques hépatiques après la cholécystectomie. On va avoir également plus d'angiocolite, 24% versus 7% dans la lithiase classique. Taux de pancréatite est similaire, 15%. Et comme je vous le disais juste avant, un peu moins de cholécystite. 7% des patients LPAC vont avoir une cholécystite versus 42% pour la lithiase classique. Donc, quand on a un LPAC, on va réaliser un génotypage du gène ABCB4, celui qui code pour la protéine MDR3, et on va détecter une mutation d'ABCB4 seulement chez 45% des patients. Dans la quasi-totalité des cas, c'est une mutation à l'état hétérozygote, le plus souvent une mutation faux sens, c'est-à-dire que la protéine va être modifiée dans un acide aminé, en une protéine pas toujours très différente, et donc dans ce cas-là, on a une signification incertaine de la mutation. On ne sait pas si cette mutation, elle change la fonction de notre transporteur biliaire, parce qu'on ne dispose pas à l'heure actuelle de tests fonctionnels qui peut nous dire, avec cette mutation, c'est sûr que notre transporteur ne peut pas bien fonctionner, et donc va rendre compte du phénotype observé. Dans de plus rares cas, on a une mutation non-sens. Dans ce cas-là, la protéine va être soit tronquée, soit complètement absente, et là, on est plus confortable pour relier le génotype au phénotype. On a aussi une pénétrance incomplète. Certains patients de la même famille vont avoir la même mutation et pourtant ne vont pas tous présenter le même phénotype. Donc au total, pour les patients LPAC, on aura un diagnostic moléculaire qui s'associe au phénotype seulement dans 15 à 45% des cas. Donc on pense que la maladie elle serait plutôt oligogénique, que ça ne repose pas que sur ABCB4, mais aussi sur la participation d'autres gènes qui vont avoir une action en amont ou en aval du transporteur MDR3. Alors, il n'y a pour l'instant pas de lien établi entre les autres gènes et le LPAC, mais ça pourrait être ABCB11, ABCG8, UG1A1, UGTA1, ABCC2 ou SLC4A2. Alors, pourquoi c'est intéressant quand même de faire le génotype ABCB4 ? Eh bien, parce qu'il a été montré que si on retrouve une mutation ABCB4 chez un patient qui a un LPAC, c'est associé à un phénotype plus sévère de la maladie. C'est-à-dire que ces patients vont avoir plus souvent une lithiase de la voie biliaire principale, plus souvent des formes sévères avec des macrocalculs, plus souvent une cholestase chronique avec une élévation de la gamma-GT, et de façon peut-être importante, ils vont avoir un surrisque de cancer du foie, à la fois chez eux ou dans leur famille, avec, vous voyez, un autre ratio de 5. Donc finalement, tous ces arguments, ça nous pousse à les surveiller de plus près, les patients LPAC qui ont une mutation ABCB4 par rapport peut-être aux patients LPAC chez qui on n'a pas retrouvé de mutation. Comment on fait le traitement de nos patients qui ont un syndrome LPAC ? On leur propose l'acide urso-désoxycholique à la dose de 5 à 10 mg par kilo par jour.
Il y a peu de niveau de preuve de l'efficacité de ce traitement parce qu'il y a peu d'études, mais on se rend compte en pratique clinique que la plupart des patients sont souvent bien améliorés de leur douleur, donc il y a un bon service médical rendu. On peut évaluer la réponse à ce traitement au bout de 3 à 6 mois. Et puis, se pose souvent la question de l'intérêt de la cholécystectomie chez ces patients. Elle n'a pas été évaluée, pareil, avec l'evidence-based medicine, mais compte tenu du fait que la lithiase se forme en intrahépatique, avec un défaut de transporteur biliaire, ça semble peu logique de réaliser une cholécystectomie chez ces patients pour prévenir la récidive des douleurs. Donc, en première intention, même s'il y a des calculs dans la vésicule, en cas de colique hépatique et de LPAC, on va commencer le traitement par acide urso-désoxycholique et ne pas faire de cholécystectomie en première intention. De même, pour les contraceptifs oraux, il n'y a pas de recommandation pour les arrêter en première intention quand on découvre un LPAC. On commence le traitement par acide urso-désoxycholique et on va évaluer la réponse. S'il y a une persistance des douleurs de colique hépatique sous acide urso-désoxycholique, alors que le patient prend bien son traitement, il faudra toujours reconsidérer le diagnostic, rechercher une autre cause des douleurs. Et si on confirme que c'est bien le LPAC qui crée ces douleurs, dans ce cas-là, on peut augmenter la posologie de l'acide urso-désoxycholique à 15 mg par kilo par jour. Dans ce cas-là, on arrêtera les contraceptifs oraux, parce qu'on sait qu'il y a un effet négatif des hormones œstroprogestatives sur le fonctionnement des transporteurs biliaires. Et en fonction, on décidera d'un traitement complémentaire pour traiter les douleurs du LPAC, mais là, ce sera des traitements complètement hors AMM, comme les étinibes, les fibrates ou bien l'acide obéticolique. On a parlé de la brique, du LPAC. Maintenant, on va parler de l'ICP, la cholestase intrahépatique. Cette fois, cette pathologie, elle est causée par des mutations également du gène ABCB4, avec un défaut de phosphatidylcholine vers la bile. Mais on peut avoir aussi des mutations de ABCB11, donc défaut d'acide biliaire vers la bile, ou bien une mutation de ATP8B1, et dans ce cas-là, un défaut de PFIC qui va retentir sur biceps et sur MDR3. Donc, c'est ces gènes dont les mutations ont été établies comme liées à la cholestase gravidique, ABCB4, ATP8B1, ABCB11. Et puis on suspectait, vous voyez en 2015, d'autres gènes qui pouvaient intervenir dans cette pathologie, parce qu'il y avait un bon nombre de patients chez qui on faisait un génotype, on ne trouvait aucun de ces 3 gènes mutés, donc probablement, on se disait, c'est oligogénique, il y a d'autres gènes qui peuvent donner le même phénotype. On suspectait ABCC2. Mais une étude plus récente, avec 97 patientes qui avaient une cholestase gravidique, ont eu systématiquement un génotypage de tous les transporteurs biliaires, dont ABCC2. Et dans cette population, la fréquence de la mutation ABCC2, elle était identique à celle de la population générale, suggérant donc que ce gène n'intervient pas dans la physiopathologie de la cholestase gravidique. Comment se manifeste la cholestase gravidique? C'est déjà une pathologie assez fréquente, entre 0,5 à 2% des grossesses en Europe. Dans certains pays, la prévalence est plus élevée. Vous voyez, dans les pays comme le Chili ou la Bolivie, ça touche jusqu'à 15% des grossesses. Ça va se manifester par un prurite associé à une élévation des transaminases qui survient pendant le 2e ou le 3e trimestre de la grossesse. Et il va y avoir une augmentation des acides biliaires sériques. Le seuil est de 10 micromoles par litre pour une mesure des acides biliaires sériques réalisée à jeun. C'est très important parce que les repas vont augmenter le dosage des acides biliaires. Donc si vous avez le prurite, les anomalies du bilan hépatique, les acides biliaires sériques élevés et bien sûr l'élimination des autres causes de maladies hépatiques pendant la grossesse, vous pouvez conclure au diagnostic de cholestase gravidique. Un des critères diagnostiques importants, c'est que ça va régresser après l'accouchement. Ça donne 4 semaines après l'accouchement pour que tout rentre dans l'ordre, à la fois les manifestations cliniques, le prurite, et les manifestations biologiques. Le risque maternel, il est marqué par un surrisque de prééclampsie, de diabète gestationnel, chez les patientes qui ont une cholestase gravidique. Elles sont bien sûr exposées au risque de récidive de cholestase gravidique pour les grossesses futures. Mais le risque est surtout fœtal, parce que quand on a une cholestase gravidique, on risque une prématurité pour le fœtus et surtout une mort fœtale in utero. Et le risque de mort fœtale in utero est bien corrélé au dosage d'acide biliaire. Donc c'est le dosage d'acide biliaire au début, lors du diagnostic et au fur et à mesure du suivi, qui va nous permettre de, entre autres, de surveiller le fœtus.
Comment on traite la cholestase gravidique? À nouveau, c'est l'acide urso-désoxycholique qui est recommandé, à la dose de 10 à 20 mg par kilo par jour, jusqu'à l'accouchement. Son efficacité a été démontrée sur le prurite et les tests hépatiques, sur la mortalité néonatale et sur la prématurité. Si c'est inefficace, que le prurite est très important, on peut proposer de la rifampicine à la dose de 100 à 300 mg par jour, et cette prescription elle est possible au 3e trimestre de grossesse. Enfin, se discutera du déclenchement de l'accouchement à 37 semaines d'aménorrhée, en fonction des équipes, et surtout à décider au cas par cas, selon le suivi du fœtus in utero. En pratique, quand est-ce qu'on doit prescrire un génotypage des transporteurs biliaires? Devant un phénotype de type BRIC, le génotypage est recommandé. On va génotyper ATP8B1 qui code pour la protéine FIC1 et ABCB11 qui code pour la protéine BICEP. En cas de LPAC, on recommande le génotypage ABCB4 qui code pour MDR3. Et en cas de cholestase gravidique, il n'y a pas de génotypage recommandé. Il est préconisé de réaliser le génotypage seulement s'il y a une forme sévère, avec un ictère, des complications, une gamma-GT élevée, des antécédents personnels ou familiaux de cholestase gravidique, de lithiase biliaire, et si on a une absence de normalisation des symptômes après la grossesse. Et dans ce cas-là, on réalisera le génotypage des 3 gènes qui peuvent être mis en cause dans la cholestase gravidique. En conclusion, chez l'adulte, les mutations des transporteurs biliaires entraînent des pathologies moins sévères que chez l'enfant. Chez l'adulte, la mutation des transporteurs biliaires n'est pas toujours documentée et elle n'est pas nécessaire pour porter le diagnostic. Le BRIC, c'est des épisodes d'ictère avec rémission complète entre les épisodes. Le LPAC, ça représente 1% des lithiases biliaires symptomatiques. C'est une microlithiase intrahépatique qui donne des douleurs de colique hépatique qui récidivent après la cholécystectomie. La cholestase gravidique, c'est 1% des grossesses, prurite, élévation des transaminases qui régressent après l'accouchement et le risque est surtout fœtal. Et le traitement commun pour les 2 dernières, c'est-à-dire le LPAC et la cholestase gravidique, c'est l'acide urso-désoxycholique. Donc bien sûr, on peut profiter du réseau Fil-Fouet de son expérience pour demander des avis d'experts pour ces pathologies, à la fois le réseau Atrésie des voies biliaires et cholestase génétique et le réseau Maladies inflammatoires des voies biliaires et des hépatites auto-immunes dont fait partie Saint-Antoine. Je remercie toute mon équipe qui m'a aidé pour préparer cette présentation, notamment Christophe Corpechot et Olivier Chazouillère, et je vous remercie pour votre attention. Merci Sarah et bravo pour cette présentation. Beaucoup de questions, donc réponse courte parce qu'on est un peu en retard. Heureusement, il n'y a personne derrière nous. On va commencer par les briques. Comment suivre les briques? Comment doit-on évaluer la fibrose chez ces patients? Alors, comment on suit les briques? On espère traiter l'épisode de prurite avec les différents traitements dont on dispose. Et après l'épisode, on doit avoir un retour à une rémission complète, donc rémission complète des symptômes, normalisation du bilan hépatique. Si on n'a pas de normalisation complète entre les accès, déjà on doit remettre en cause le diagnostic. Et sinon, si on a tous les critères pour le BRIC, on n'a pas de nécessité d'évaluer la fibrose chez ces patients. Parce qu'ils ont. Alors, j'ai pas dit quelque chose d'important peut-être pour commencer. L'histologie hépatique, elle est faite au moment du diagnostic initial. Elle fait partie des critères diagnostiques. Donc, on regarde l'histologie hépatique et bien sûr la fibrose à ce moment-là. Normalement, il n'y a pas de fibrose sur le BRIC. Hein. D'accord. La question, c'était est-ce que tu utilises par exemple le FibroScan comme matériel dans le temps pour suivre tes patients qui ont une BRIC? Non, c'est pas recommandé, mais il y a peu de données sur le BRIC pour. Autre question, est-ce que tu as déjà utilisé de l'OD-Vixibat chez les adultes pour une brique qui ne passe pas toute seule? Non, non, j'en ai pas l'expérience. C'est vrai que ces traitements, ils sont maintenant recommandés pour les FIC, donc ils vont peut-être après élargir leurs indications, mais pour les briques, on n'a pas d'expérience. On passe maintenant au traitement du prurite. Est-ce que tu as donc tu as donné les traitements, AUDC, rifampicine, naltrexone, sertraline, est-ce que tu les hiérarchises dans quel ordre? Notamment pour le naltrexone, sertraline. Tu commences par la sertraline ou ça dépend un peu du cas par cas et des équipes. Sertraline, ça peut être plus facile d'administration puisque la naltrexone, ça nécessite un titrage par voie IV avec une seringue électrique à surveiller, tout ça. Donc ça peut être plus pratique de commencer par le sertraline en l'absence de contre-indication. Qu'est-ce que tu fais quand l'AUDC n'est pas suffisante pour traiter les douleurs dans le syndrome de LPAC?
Donc on peut augmenter. Donc déjà, il faut vérifier que c'est bien un LPAC, puisqu'on peut avoir des douleurs qu'on interprète comme des douleurs de colique hépatique et ça n'en est pas vraiment. Ou bien on a des douleurs de colique hépatique et elles sont liées à une autre cause, par exemple dysfonction du sphincter d'Oddi. Donc ça peut être un diagnostic vraiment très, très similaire, donc il faut reconsidérer notre diagnostic. Et si on est sûr que c'est un LPAC, on peut augmenter la dose de la UDC à 15 mg par kilo par jour, arrêter les contraceptifs oraux, et puis dans certains cas, on ajoute un autre médicament comme les étinibes, qui va diminuer le cholestérol et qui peut améliorer la microlithiase cholestérolique. Est-ce que tu donnes de la UDC en l'absence de cholestase? En l'absence de Cholestase devant un LPAC affirmé. Ah oui, bien sûr. La UDC, l'indication, ce n'est pas les tests hépatiques, c'est les manifestations de colique hépatique, les douleurs biliaires. On ne soigne pas les tests, on veut vraiment améliorer le patient de ses douleurs. Est-ce que tu fais une surveillance particulière pour le syndrome de Dubin-Johnson et de Rotor? Est-ce que tu recommandes une surveillance? Et laquelle? Alors, j'ai volontairement exclu de cette présentation les syndromes de Rotor et Dubin-Johnson parce qu'ils sont plus rares et qu'ils ont une évolution moins, on va dire moins significative, parce qu'ils sont marqués par une élévation de la bilirubine conjuguée à cause d'un défaut d'excrétion de la bilirubine. Mais il ne va pas y avoir d'évolution péjorative sur le tissu hépatique, pas d'évolution vers la fibrose. Donc il n'y a pas, on peut surveiller cliniquement, mais il n'y a pas de recommandation particulière chez ces patients. Merci. Pas de surveillance échographique des LPAC? Alors, c'est pas recommandé pour l'instant. Comme je vous le disais, il y a quand même des données qui disent que les patients mutés pour ABCB4 ont un surrisque de cancer. Donc, cela nécessiterait peut-être une surveillance, mais pour l'instant, on le fait sans de recommandations claires. La réunion de consensus sur l'angiocarcinome n'a pas recommandé de surveillance particulière, compte tenu de la prévalence. Tout à fait. Après, c'est à titre un peu universitaire de surveiller ces patients quand ils sont intégrés dans des cohortes de surveillance du LPAC. Dernière question pour la cholestase intrahépatique de la grossesse. À quel seuil d'acide biliaire doit-on préconiser de déclencher l'accouchement? Alors, le seuil qui était avant dans les littératures, c'était 40 au moment du diagnostic, c'est-à-dire avant qu'on commence l'acide urso-désoxycholique. Un taux supérieur à 40 micromoles par litre, c'était associé à un risque significatif de mort fœtale in utero. Donc c'est là où on se disait qu'on allait sûrement déclencher l'accouchement. Maintenant, on sait aussi que quand on donne de la UDC, il va augmenter le taux d'acide biliaire. Donc on va peut-être le doubler. Et donc maintenant, les auteurs ils disent que ce serait plutôt autour de 100 micromoles par litre qu'il y aurait un risque là de risque de mort fœtale in utero. Mais en dehors du taux d'acide biliaire à jeun, bien sûr, si on a des signes de souffrance fœtale, bradycardie fœtale, autres signes que connaissent mieux les obstétriciens que les hépatologues, ça prime sur le taux d'acide biliaire pour sauver le fœtus. Alexandre, très brève question. Promis, réponse courte. Monsieur le modérateur. Merci Sarah. J'ai une petite question sur le dépistage familial. Parce que pas mal de patients, notamment LPAC, nous posent la question de savoir s'il faut dépister les enfants et les frères et sœurs. Asymptomatiques, bien évidemment. Alors, c'est encore une question qui reste à débat. Pour les patients complètement asymptomatiques, déjà, on ne va pas dépister les enfants. En général, on attend l'âge adulte, mais il y a des cas de LPAC chez les enfants. Donc, si les enfants ont des symptômes, il faut commencer par une échographie hépatique. Et le dépistage, il sera encore plus motivé si on a trouvé une mutation d'un des transporteurs biliaires. En fait, ce qu'on fait en général, c'est qu'on demande au patient s'il a des symptômes dans ses apparentés, chez ses enfants, ses frères et sœurs, et dans ce cas-là, on les voit très facilement en consultation, ne serait-ce que pour faire une échographie de dépistage. Mais s'ils n'ont pas de signes cliniques ni de signes à l'échographie, en général, on ne va pas jusqu'au génotypage. Ils peuvent être porteurs de la mutation sans être porteurs du phénotype. Merci Sarah. Merci, et Sarah. Pour les autres questions, on te les donnera après. Tu pourras répondre à chacun des personnes dans le public. On va passer maintenant à la présentation suivante.